Bien le bonjour, chers auditeurs et auditrices. Je vous retrouve aujourd'hui en compagnie de Samuel Durand. Bonjour Samuel, bienvenue sur le podcast. Bonjour Valentine, merci pour l'invitation. Avec plaisir, écoute, je suis enchantée de te recevoir aujourd'hui. Donc toi, tu es auteur, conférencier sur le futur du travail. Tu explores notamment cet environnement professionnel à travers des newsletters, articles, bandes dessinées, événements et surtout des documentaires dont le quatrième vient d'être enregistré, si je ne me trompe pas. Exactement, au moment où on enregistre le podcast, on est tout fin octobre et je suis rentré il y a quelques jours des derniers de tournage. Il nous en reste plus qu'un qu'on rattrape parce qu'on avait raté. Quelqu'un était malade quand on était aux États-Unis en last minute. Du coup, on le rattrape dans quelques jours. En Europe, on ne retourne pas aux États-Unis pour ça. Mais sinon, on est quasiment prêt. Et il sortira en avril. Trop bien, trop bien, trop bien. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaites ajouter à cette petite présentation un peu pour dire qui tu es, un petit mot sur toi? C'est difficile, parce que je fais plein de choses différentes, mais je pense que ce qui relie, mon quotidien, c'est l'écriture et l'exploration du travail. En fait, j'essaye de découvrir des bonnes pratiques sur le travail. On en parlera pour creuser parce que c'est beaucoup plus précis que ça, mais au sens large, c'est quand même globalement sur le travail et de partager ces bonnes pratiques à travers des formats assez ludiques et je pense que mon média préféré, c'est clairement l'écriture, mais j'essaie de faire aussi à travers, d'autres choses. Mais tu vois, par exemple, là, dans 2 semaines, je sors une bande dessinée, documentaire, conférences, tout ça, c'est aussi de l'écriture. Les newsletters, évidemment, c'est de l'écriture, tu vois? Mais dans tous les autres formats qui ne sont pas forcément qui peuvent être visuels, il y a quand même une grosse part d'écriture et c'est ce à quoi je m'attache. Trop bien. Et ouais, on pourra parler un peu plus des backstage après, mais ça m'intéresse d'abord de revenir au pourquoi, comme le dirait aussi Simon Sinek. Qu'est-ce qui t'anime derrière tout ça et qu'est-ce qui t'a amené en fait à travailler sur le sujet du travail, justement? C'est franchement, c'est un hasard, tu vois? Il y a pas vraiment une vocation, c'est un peu un hasard. Tout a démarré quand j'étais étudiant en école de commerce, et qu'en France, dans le système des écoles de commerce, on te demande de faire, une année de césure dans laquelle tu fais 2 fois 6 mois de stage. Et donc j'étais à Grenoble, Grenoble École de Management et à ce moment-là, en fait, j'avais déjà monté une première boîte qui était une marque de vêtements. J'avais déjà travaillé en tant qu'indépendant sur des projets. J'étais freelance, pendant 2 ans. J'avais fait une vingtaine de missions et donc j'avais une première expérience du travail qui était plutôt positive, qui était tournée, vers des choses qui étaient des activités qui étaient très autonomes. Hem, j'avais beaucoup de enfin, j'avais j'avais la responsabilité dans le sens où j'avais une bonne vision de l'impact de mon travail sur le projet, sur le travail, sur ce que je faisais et je trouvais ça cool et en fait, là arrivent les boîtes qui veulent te recruter pour 2 stages de 6 mois, sur des postes de stagiaire et je me reconnais pas du tout dans ce qu'elles proposent, quoi. Je me dis: «Mais je me vois pas du tout de faire ça pendant 1 an». Donc je me suis dit qu'il fallait que j'aille explorer ce à quoi pourrait ressembler le travail de demain, un travail différemment. Et en fait, en le disant, au départ, c'était quelque chose de très peu sérieux. C'était vraiment, pourquoi pas? Ça serait intéressant de le faire. En fait, plus j'en ai parlé, plus, l'idée a germé et j'ai eu vraiment envie de le faire et donc je me suis lancé dans cette aventure, de 6 mois pour aller rencontrer des pionniers qui avaient des pratiques innovantes en matière de travail. Donc plus concrètement, c'était sur le management, sur l'organisation, sur les outils qu'ils utilisaient, sur les façons même d'envisager le travail. Donc j'ai fait une centaine de rencontres comme ça pendant 6 mois, un peu partout dans le monde, et c'est comme ça que j'ai mis un pied dans le futur du travail et depuis j'ai continué. Et donc tu vois, il n'y avait pas forcément un grand why derrière tout ça, et alors maintenant avec ça, c'était vraiment sur le lancement, c'est un peu le cheminement, mais maintenant avec du recul, je pense que je suis autant attiré par le fond du sujet, les bonnes pratiques, le futur du travail, que par les formats hyper créatifs, sur lesquels j'essaie de raconter les histoires que j'ai découvertes. Et donc, j'aime autant faire des documentaires, des BD, des événements, que de bosser le fond du sujet. Et je crois que c'est ça qui m'éclate au quotidien aujourd'hui. Et un jour en conférence, on m'a posé cette question-là, hem je parlais des différents leviers de motivation. Pourquoi je faisais ça? Et on dit: «OK, et toi, pourquoi tu fais ça?» Et je pense que c'était il y a longtemps, tu vois? C'était il y a 2-3 ans et j'avais pas tellement réfléchi. J'avais répondu: «En fait, je trouve ça génial de me dire que je peux aider des personnes à réaliser un petit peu ce qu'elles ont envie de faire, en termes de levier de motivation, se poser les bonnes questions, les aider à ouvrir les yeux, parfois aider des boîtes à se transformer». Je trouve ça hyper gratifiant et hem et en fait, en rentrant chez moi, je me suis dit: «Mais non, j'ai dit une connerie. C'est pas du tout ça la vérité. C'est pas vrai, en fait. C'est pas ça qui me fait lever le matin. C'est pas un levier de motivation». C'est gratifiant effectivement, c'est vrai, c'est un bonus, c'est trop cool, je suis très content, mais c'est pas ça qui me fait lever le matin et je me suis posé la question un peu plus sérieusement et je suis venu à la conclusion que j'avais 2 grands leviers de motivation. Le premier c'était l'environnement de travail, c'était, la flexibilité que ce mode de travail, permet dans ma vie en général, et surtout les personnes avec lesquelles je bosse, qui sont toutes
des amis et ça fait super plaisir de pouvoir choisir les personnes avec lesquelles tu bosses. Je crois que quand tu es indépendant, c'est le plus grand avantage, le plus grand plaisir, c'est quand même ça, de choisir les gens avec lesquels tu bosses, les projets sur lesquels tu t'impliques, donc vraiment l'environnement de travail et puis le côté apprentissage. J'aime bien la position d'outsider où tu pars de zéro et tu as tout à apprendre, tout à faire. Des erreurs évidemment, mais du coup, les succès sont d'autant plus, plaisants qu'en fait, tu es parti de zéro et c'est pour ça que j'aime pas faire trop 2 fois la même chose et qu'à chaque fois on essaie de faire autre chose. Tu vois, là, sur le nouveau documentaire, on vient de tourner un nouveau documentaire. C'était tellement différent. Déjà, le sujet est bien plus complexe. C'est un truc sur lequel je maîtrisais beaucoup moins la thématique. Le format, on essaie de changer aussi. On va pas faire un documentaire de 50 minutes, mais on va faire plutôt 4 épisodes. On va rajouter de la fiction. Enfin bref, on essaie de rajouter des éléments nouveaux à chaque fois pour pas s'ennuyer et se dire qu'on apprend systématiquement. Ok, trop bien. Et je trouve que c'est hyper intéressant de voir les deux types de motivation un peu que tu as, on va dire. Enfin, celle où que tu as sorti comme ça, un peu plus en mode le regard extérieur qui te nourrit, et que les autres auxquels tu as réfléchi après, en fait, qui sont vraiment des motivations internes de dire, bah, peu importe ce que les autres pensent de moi, c'est ça qui m'anime, quoi. Et je trouve que c'était déjà super intéressant bah, sur la vision dont toi, tu mènes ton quotidien et sur bah, la manière dont tu vas aussi travailler, quoi. Tu le fais pas pour la récompense, mais pour ce que ça t'apporte de C'est l'intérieur, on va dire. C'est ça, c'est presque une démarche égoïste, franchement, de me dire juste: «Mais moi, c'est ça que j'aime, en fait, c'est j'ai envie d'apprendre et j'ai envie d'être avec des gens cool, et avoir des journées cool». Globalement, si tu veux schématiser, c'est ça. L'enjeu de mission, tu vois, derrière tout ça, il est génial. Effectivement, je crois que je participe quand même à quelque chose de, avec un impact plutôt positif et c'est plutôt chouette, hein, de se dire qu'il y a des gens qui enfin, quand je reçois des messages de gens qui ont vu le documentaire et qui me disent que ça les a aidés à prendre conscience de certaines choses dans leur travail ou à transformer leur pratique, je trouve ça trop bien, ça me fait super, super plaisir, mais c'est pas ça qui me fait lever le matin. C'est pas ça quand je sors du lit en me disant: «Ah trop bien, je vais aider des gens», quoi. C'est beaucoup plus égoïste de dire: «Je vais trop m'amuser et je vais apprendre plein de trucs». Ouais, ouais. Mais est-ce que tu penses pas justement que cet égoïsme te permet peut-être de gérer la pression différemment, on va dire? Bah, si, je pense que c'est une prise de recul, tu vois? C'est que enfin, dans un monde, qui se prend beaucoup au sérieux, c'est aussi une façon de pas trop se prendre au sérieux, de garder beaucoup de recul sur tout ça. Et c'est je pense que c'est aussi un vrai moteur de long terme. C'est-à-dire que, en tout cas par rapport à moi et à la façon dont je fonctionne, c'est clair que c'est ce qui le fait de s'éclater au quotidien, et que le quotidien soit tout le temps différent et qu'il y ait beaucoup d'apprentissage, fait que je suis là depuis 4 ans et avec la même énergie, qu'au premier jour et je pense que dans 4 ans, ça sera toujours la même énergie parce que, tant que j'ai ça, en fait, tant que je me retrouve dans l'apprentissage et dans les personnes avec lesquelles je bosse, avec lesquelles j'aime être, bah il y a pas de raison que ça s'arrête, en fait. Et donc oui, c'est clair. OK, OK. Et donc on pourrait dire un peu que ça, c'est ta vision du travail à l'heure actuelle? Ouais, bah, c'est ma vision, elle évolue forcément, hein, mais en tout cas, moi, je crois que j'ai trouvé mon créneau, ce qui fonctionne bien pour moi, sur ma vision. Après, chacun se retrouve dans des choses très différentes et ne serait-ce que dans mon entourage proche, dans ma famille, dans mes amis, je me rends bien compte qu'on n'a pas tous les mêmes levées de motivation. Quand je fais des sondages sur des projections, parfois, il y a plusieurs centaines de personnes dans la salle et je pose la question: «Si vous deviez garder qu'un seul levier de motivation, lequel ce serait?» Et on se rend compte qu'en fait, c'est très bien réparti. Il y en a plein qui se lèvent pour l'environnement de travail, à peu près autant qui se lèvent pour la mission, d'autres qui se lèvent pour la tâche en elle-même. Et en réalité, alors au-delà de l'argent, évidemment, on travaille tous pour l'argent, ça c'est quand même le truc numéro un. Mais derrière l'argent, il y a pas que ça. Il y a plein de leviers de motivation et c'est pas tous la même chose, systématiquement. Et c'est intéressant de l'avoir en tête et je pense que c'est d'autant plus important de l'avoir en tête en tant qu'entreprise, en tant que manager, pour être capable d'identifier chez chacun les bons leviers de motivation et les actionner aussi en fonction des projets. Mmh. Ouais, ouais, pour pouvoir, gérer ton équipe au mieux, du coup. C'est ça. OK, OK. Et du coup, pour en revenir un peu à la genèse du projet, on va dire, donc tu es parti, toi, tout seul, pendant 6 mois, faire ces interviews et ces rencontres? On était deux. Alors les gens ne le savent pas forcément parce qu'en fait, c'était une amie, avec qui j'étais en école de commerce, une pote avec qui on est parti pendant 6 mois, mais qui elle était moins intéressée par les sujets futurs du travail. Elle était intéressée par l'aventure, mais moins par le fait de développer cette histoire ensuite. Et donc après, elle a pris un chemin complètement, différent. Je crois qu'elle a travaillé d'abord un petit peu chez Hermès et ensuite je crois que maintenant elle travaille chez Uber, on est toujours en contact de loin, mais en fait, on ne s'est pas impliqué de la même façon sur les sujets futurs du travail. Et donc on est démarré à 2 et puis ensuite après, à la fin de l'école de commerce, je me suis lancé, tout seul, mais en fait, très vite, très entouré pour réaliser les documentaires, les événements, et je me suis rapproché notamment de Flo et de Guillaume, qui sont, les 2 réalisateurs, des documentaires, qu'on a fait tous ensemble et on continue d'en faire ensemble, avec lesquels je bosse majoritairement sur les docs, quoi. OK, OK. Donc ouais, une fois que tu rentres de ce périple, on va dire, que tu termines tes études,
comment tu en viens à te dire: «OK, maintenant je vais faire un documentaire et je rencontre, les caméramans, réalisateurs»? Et ben, en fait, à la fin de ce périple, j'avais écrit, un grand rapport d'études qui racontait tout ce que j'avais appris dans cette, learning expedition de 6 mois et donc c'était 250 pages de PDF et je me suis fait la réflexion que c'était un sujet qui me plaisait beaucoup, mais qui n'était pas le bon format pour le partager. 250 pages de PDF, il y a pas grand monde qui le lit, et c'est pas un plaisir à écrire non plus, énormément, en tant que format et donc je me suis, rendu compte qu'il fallait bosser sur des formats beaucoup plus ludiques et le documentaire m'est apparu assez rapidement comme étant un bon moyen d'engager, des gens sur un sujet, alors même qu'ils étaient pas forcément impliqués et intéressés sur le sujet au départ. Et je me suis rendu compte en regardant moi-même des documentaires sur des sujets sur lesquels j'étais pas, hyper intéressé, sur lesquels j'étais pas fasciné au départ, mais en ayant complètement accroché à ce format-là. Donc je dis: «Bah, OK, bah, c'est le bon format, allons creuser là-dessus» et donc je me suis, formé un petit peu, j'ai appris énormément sur, comment ça s'organisait, comment on pouvait, gérer tout ça et puis, j'ai rencontré les réalisateurs à ce moment-là et on s'est lancé dans ce premier documentaire qui nous a mis le pied pour le deuxième, le troisième et le quatrième. Mais sans avoir cette vision-là au départ, on s'est jamais dit: «On va faire 4 documentaires et peut-être plus tard». Juste on en fait un, on verra ce qui se passe après, puis on se rend compte à la fin de chaque projet qu'en fait on a envie de continuer, qu'on a encore plein de choses à raconter et ça fonctionne bien comme ça. OK, trop bien. Et du coup, bah, forcément, la création d'un documentaire, ça demande aussi, des financements, puis, pouvoir, rencontrer des gens, voir comment, bah, de quoi vous vivez pendant ce temps-là. Comment est-ce que ça s'est passé du coup, à ce niveau-là? Alors moi j'ai fait le choix alors comme je viens pas du monde de l'audiovisuel, j'ai fait le choix de ne pas passer par les circuits classiques qui sont les financements avec le CNC ou les régions, c'est-à-dire de demander des subventions, et j'ai fait le choix de m'entourer d'entreprises qui avaient, 2 intérêts globalement, qui ont envie de prendre la parole avec moi sur le sujet du futur du travail et qui ont aussi envie de se transformer, de nourrir en interne leur propre transformation et donc en fait, je pense qu'il y avait aussi un autre enjeu qui était de dire que moi, n'ayant jamais travaillé en entreprise, j'ai forcément besoin d'avoir des conversations régulières avec les entreprises pour arriver à bien angler mon propos et faire en sorte que le documentaire soit dans la bonne direction, réponde aux bonnes questions que les gens se posent réellement. Donc, je me suis entouré de boîtes, qui avaient envie de prendre la parole et de se nourrir sur ces sujets-là et en fait, c'est un partenariat et donc elles se servent du documentaire en interne, pour le faire rayonner auprès de leurs propres, membres, pour, faire rayonner les réflexions. On a pas mal de formats de prise de parole ensemble sur des projections, sur des avant-premières avec la presse, sur des épisodes de podcast. On avait fait des vidéos aussi sur le premier documentaire. Bref, tout un ensemble d'éléments de communication et de séminaires aussi, de transformation sur lesquels je fais intervenir d'autres speakers et on utilise le documentaire forcément aussi en interne, pour aider à la transformation, voilà et je me faisais la réflexion aussi que si jamais j'avais eu un circuit classique, tu vois, par exemple, je sais pas, un TF1, un Netflix ou alors j'adorerais que ce documentaire soit diffusé sur des plateformes plus larges, bien sûr, mais tu vois, si c'était juste, je sais pas, un chèque qui tombait pour pouvoir faire le documentaire. On se serre la main, on fait le documentaire, on le et puis après je le livre et puis on passe à autre chose. Je pense que ça m'intéresserait pas. Parce qu'en fait, moi, je passe le plus clair de mon temps à faire le documentaire, mais j'adore tous les moments de projection, en fait, de diffusion, de préparation, parce que je sais que il est diffusé auprès des bonnes personnes qui vont pouvoir l'utiliser pour avoir de l'impact et quand on va faire des projections dans des grands groupes du CAC 40, auprès des comex, auprès de centaines de collaborateurs, bah, je sais que les graines, elles sont plantées, que ça a de l'impact et qu'il est vu par les bonnes personnes et ça a beaucoup de valeur et d'ailleurs, je te disais que les documentaires, on n'avait pas prévu d'en faire 4 au début. En fait, généralement, on commence à écrire le suivant à partir des conversations qu'on a avec les entreprises, dès qu'on projette un documentaire. Donc typiquement, quand on a projeté le 1er, tout de suite, j'ai des conversations passionnantes qui m'ont emmené sur la voie du deuxième et c'est ça qui m'a mis, le pied à l'étrier. OK, OK. Et du coup, tu es arrivé comme ça dans les entreprises partenaires, en expliquant un peu le projet et en voyant ce qui était possible de faire avec eux? Ouais, exactement, en leur pitchant un petit peu un angle, un fil rouge, une vision du travail que j'avais envie de partager dans ce documentaire. Parfois quelques noms de speakers que j'aurais aimé inviter, mais rien encore de très concret, à ce stade et puis après elles ont signé en me faisant confiance sur la vision, en se rendant compte que, bah, après à ce stade-là, j'avais pas forcément fait de documentaire sur le premier, mais j'avais déjà le rapport d'études qui était quand même assez complet sur la vision du travail que je partageais. J'avais la newsletter, je commençais à prendre la parole sur LinkedIn aussi et donc, la vision du travail que j'avais était quand même assez claire et les gens savaient à peu près dans quoi ils s'embarquaient avec moi. OK, OK. Ouais, c'est ça, il y avait déjà tout ton travail en amont, en fait, qui t'a servi pour pouvoir aller démarcher, C'est ça. les entreprises. OK, d'accord. Et du coup, pour bien comprendre, niveau, financement, alors c'est eux qui t'ont dit: «OK, on fait un partenariat ensemble» et du coup, qui aidait, le projet à se financer avec la promesse de diffusion et cetera?
Bah, qui est dé exactement, exactement, c'est exactement ça, et en fait, même la plupart du temps, j'ai des conversations avec, les entreprises. Alors c'est pas toute l'entreprise, hein, mais c'est quelques représentants des boîtes à chaque fois, qui me permettent de vraiment bien angler le documentaire, et je me fais la réflexion parfois que c'est ces conversations-là où j'étais parti sur une piste, puis je me rends compte en discutant avec elles qu'en fait, c'est pas la vraie question qui les taraude et qu'il y a une autre question. En fait, c'est vraiment à cette question-là qu'il faut répondre, et c'est avec ces conversations-là que j'arrive à angler le documentaire, et ensuite, on part dessus, et 1 an après, elle le découvre en même temps que tout le monde, et c'est génial, et après on l'utilise, on en parle, et c'est trop bien. Donc j'ai trop hâte de ce moment-là qui arrive bientôt. Trop bien, trop bien. Et du coup, ouais, au niveau de l'écriture, comme tu dis, c'est toi qui prépares un peu la trame du coup du documentaire et c'est enrichi avec les conversations que tu as en amont, pas Ouais, spécialement. Enfin, ce que je veux dire, bon, moi j'ai fait du coup un parcours aussi en journalisme, donc ça m'intéresse de comprendre, tu vois, comment est-ce que vous faites pour dire, ok, ben tu vois, tu as ton sujet de base, je suppose, la trame un peu de ton documentaire, qui est enrichie par les conversations que tu as en amont, et aussi de toutes les interviews que tu réalises en vrai. Donc comment est-ce que ouais. tu fais pour choisir, du coup, après la fin, le fil rouge, la trame, enfin, c'est quoi un peu ton processus d'écriture à ce moment-là? Alors le processus d'écriture, en fait, il ressemble beaucoup à une grande dissertation. C'est-à-dire que je démarre avec un sujet, avec une question, avec une problématique, et puis je commence à réfléchir à un plan, généralement en 3 parties, 3 parties, plusieurs sous-parties, en fait. En gros, je fais un peu comme une grosse dissertation. Ça ressemble à une sorte ouais, d'article un peu fouillé de 6-7 pages sur un doc, hem, assez précis dans la vision du travail que j'ai, et puis ensuite je me dis: «OK, pour chaque idée clé, heu, qui serait la meilleure personne pour prendre la parole, et pour pouvoir, pour pouvoir, en fait, représenter cette idée-là?» Et c'est comme ça que je choisis les speakers, le documentaire, et donc il y a un travail d'écriture qui est fait en amont, je me nourris je fais un grand, grand travail de veille évidemment, mais comme c'est un documentaire et que c'est pas scripté, réellement, la vraie écriture, elle se passe surtout au montage. C'est-à-dire qu'on a couché mon fil rouge, on va faire les interviews avec les personnes que j'ai imaginées comme étant les plus pertinentes pour la thématique, et donc là, bah, là-dessus, pour le coup, je valide en amont, hein. Je les appelle avant qu'on se déplace avec toute l'équipe, je valide en amont, je les appelle, je vérifie que c'est hyper pertinent, qu'elles sont sincères dans leur démarche, que c'est intéressant. Et puis on débarque sur place, on filme, et après on se retrouve, je sais pas, avec 1 heure et demie d'interview pour chaque personne, et c'est là où il y a tout le travail d'écriture, parce qu'au montage, on va en garder que 5 minutes, 10 minutes, allez 15 minutes maximum par personne, et c'est là où il faut choisir, et c'est là où il y a l'écriture, et c'est ça qui prend le plus de temps. Tu vois, là, on est fin octobre, le documentaire, il va sortir le 2 avril 2024. Entre-temps, on va faire que du montage. Ok, ok, ouais. Ouais, ouais, donc bon, c'est bien, ça répond à plusieurs de mes questions aussi, comment est-ce que tu choisis les personnes, etc. Et ça m'intéresse de savoir justement dans cette démarche-là, c'est quoi un peu les qualités ou les forces, toi, qui te servent le plus dans la création de tes documentaires? Mes qualités à moi? Ouais. Je pense qu'il y a quelque chose qui fait un petit peu quand même, qui relie tous les documentaires, c'est que je mets un bout de moi. C'est-à-dire que c'est ma vision du travail qui est partagée à chaque fois, et j'essaie de trouver quelque chose qui, au départ, va sortir un petit peu l'ordinaire. On se dit: «Mais on n'attendrait pas ça». Donc tu vois, sur le dernier documentaire, tu as, Peter qui fait des skis en bois, sur Time to Work, tu as, Patrick Mouratoglou, qui fait le tennis, enfin qui fait entraîneur de tennis de Serena Williams, à l'époque, et de bien d'autres, et en fait, ça, c'est des petits bouts de moi parce que je suis un fan de ouf de ski, fan de ouf de tennis, et je me dis: «J'ai envie de le relier au documentaire», et au début, on se dit: «Ouais, ça enfin, c'est pas lié quoi, ça a pas de sens», et en réalité, après, on comprend que le message, en fait, il y a rien de mieux que Peter qui nous parle d'artisanat et de créativité pour comprendre, en fait, qu'effectivement, oui, dans tous les jobs, on peut aussi ressentir et vibrer pour ces mêmes valeurs de l'artisanat. Le côté aussi, travail, passion, ambition, entrepreneuriat, rapport au temps chez les sportifs de haut niveau, c'est quelque chose où on peut carrément relier à l'entreprise aussi, et c'est des sujets que j'aime bien amener. Je pense que c'est ce qui fait la patte, et c'est aussi ce qui fait le côté un peu entertaining des documentaires. C'est qu'on parle d'un sujet sérieux, mais avec une vibe un peu sympa, et que, bah, c'est ce qui fait que tu peux accrocher, rentrer dans le sujet, même si tu pas un fanat de travail. Tu vas te dire: «OK, c'est marrant en fait la façon dont ils ont traité le truc». Donc je pense que c'est la curiosité en fait, la curiosité un petit peu à tout. Hem Et puis je pense que ce qui fait que ça fonctionne bien aussi ces documentaires, c'est la démarche, à mon avis, avec beaucoup d'humilité, dans une posture explorateur. C'est-à-dire qu'on n'arrive jamais en se disant: «Nous, on sait, on a vu que c'est comme ça que ça fonctionne, et il faut que tout ce que vous fassiez comme ça». Tu vois, je te prends l'exemple de la semaine de 4 jours, sur le time to work. C'est un sujet, hyper polémique, qui fait débat. En plus, je sais que tu es en Belgique, donc ça fait d'autant plus débat en Belgique, récemment. Mais c'est le genre de choses, sur lequel il y a pas une vérité générale.
ça marche pour des boîtes, ça marche pas pour d'autres boîtes. Il y a plein de façons de le mettre en place. Nous, on a été voir, j'ai parlé avec une dizaine de boîtes qui l'ont mis en place, chez qui ça fonctionne super bien. J'en ai filmé 2, c'est LDLC et Buffer dans le documentaire. Bon, ça veut pas dire qu'il faut le mettre en place partout, à chaque occasion. Mais moi, j'arrive avec une posture explorateur en disant: «J'ai été voir ces boîtes-là, ça fonctionne. Voilà pourquoi ça fonctionne. Voilà ce qu'ils en ont à dire comme retour d'expérience. Peut-être qu'on peut s'en inspirer, peut-être pas, mais le but, c'est de donner des idées, pas de donner des leçons». Et donc, on va avoir des débats. Les conférences, en fait, qu'on fait après le documentaire, c'est majoritairement des débats surtout. Heu, c'est surtout là où on va pouvoir, faire des choses, qui vont être constructives et pas de copier-coller quelque chose qui a fonctionné ailleurs, mais de se dire comment est-ce qu'on peut s'inspirer d'un discours pour construire quelque chose chez nous qui pourrait être unique. Voilà, donc je pense que c'est ces 2 choses, c'est, être curieux un petit peu sur, tout ce qui peut se passer, qui peut, sortir, de ce qu'on attend sur un documentaire sur le travail et la posture, d'explorateur. OK, ouais, trop bien. Ouais, je pense que de derrière la curiosité, il y a aussi, forcément, l'audace qui va avec pour que ça puisse, se réaliser et se concrétiser, quoi. Ouais, après c'est ça, après il faut essayer d'ouvrir toutes les portes, d'envoyer des emails un peu à tout le monde et de se dire: «Ouais, mais telle personne elle est super occupée, elle répondra jamais». Ouais, mais si, en fait, ils répondent tous. Ouais, c'est ça. C'est ça. Puis quand tu sais que tu y vas avec de l'envie et une bonne intention derrière, comme tu disais aussi, c'est important pour choisir les personnes et je pense que ça se sent de toute manière quand tu reçois un mail ou autre, l'intention qu'il y a derrière et le projet et enfin ouais, ça me fait directement penser aussi à ce que vous véhiculez à travers les documentaires, quoi. Remettre de la conscience, en fait, sur ce qu'on fait machinalement depuis, des années pour voir comment ça s'adapte à notre société actuelle et à chaque être humain aussi qui la compose. C'est exactement ça et l'exemple que je prends souvent, tu vois? Un truc qu'on peut piquer aux artisans, c'est ça, c'est le fait d'être dans l'instant présent. L'exemple que je prends souvent sur les emails, c'est de dire quand tu écris un email alors, il y a plusieurs types d'emails, tu vois? Il y a l'email, juste pour caler un rendez-vous, bon, ça va, tu vois? Tu vas pas forcément passer du temps dessus. Mais, quand tu t'écris un email à quelqu'un, tu sollicites son attention, et ben, le truc qui marche qui fonctionne super bien, c'est de se dire: qu'est-ce que j'ai envie que la personne ressente quand elle va lire mon email? Essayer de se mettre à sa place, essayer d'imaginer un petit peu ce qu'elle va ressentir quand elle va le lire. Et tout de suite, on met beaucoup plus d'attention dans ce qu'on fait, on est beaucoup plus dans l'instant présent, dans la rédaction de l'email et ça donne quelque chose de tout à fait différent. Et ça, on peut le mettre dans n'importe quelle tâche, mais dans les emails, je crois que ça ouvre beaucoup de portes et c'est clair, un email bien rédigé, franchement, ça peut ouvrir, beaucoup, beaucoup de portes. Tous les documentaires et beaucoup d'autres choses ont été faites à partir de là, juste avec un petit email. C'est pas des intros, tu vois? Je suis arrivé, je connaissais personne dans le futur du travail il y a 4 ans, j'avais aucun réseau sur qui que ce soit et ça s'est un peu construit au fur et à mesure juste avec des emails. Trop bien, ouais, c'est un bon conseil à retenir et ça me fait aussi penser à dire, en fait, que c'est juste, remettre de l'humain, quoi, dans ce qu'on fait. Parce que c'est Exactement. vrai que souvent, quand on envoie un mail, bon, on est tout seul derrière son ordinateur, on ne pose pas forcément à celui qui va le recevoir, en fait. C'est ça, c'est exactement ça. Ouais, trop bien. Combien est-ce que ça de temps est-ce que ça vous prend, au total, la réalisation d'un documentaire? Du moment où tu as l'idée jusqu'au moment où ça sort et puis il y a du temps bonus après du coup, qu'il soit diffusé, les débats et tout ça? Ouais, bah, ça prend 1 an. Ça prend 1 an vraiment du moment où on a l'idée et du moment où il sort. Avec plein d'étapes, avec l'écriture, avec, la production, avec la post-production, avec ensuite la promotion, le marketing, la mise en avant et puis beaucoup de projections ensuite. Mais c'est pas du temps plein. C'est-à-dire que ça prend 1 an, mais tu vois, les jours de tournage, en réalité, il y a à peu près une quinzaine de jours de tournage par documentaire, mais qui vont s'étaler pour les plus longs, ça a duré 3 4 mois. Pour certains, là, pour le dernier, on a quand même encapsulé tout ça dans 1 mois, donc c'était intense. Il y a des déplacements. Mais ouais, globalement, c'est 1 an et je trouve ça chouette aussi par rapport à d'autres projets. Tu vois, moi qui écris des newsletters, qui fais des posts LinkedIn, bah, tu es là, newsletter toutes les 2 semaines, post LinkedIn, c'est quasi tous les jours. Tu ships, tu ships, tu ships. En fait, tu balances dans tous les sens et il faut que ça aille vite et c'est des contenus tu vois, qui vont mourir assez rapidement. La newsletter, elle arrive dans les boîtes mail, les gens la lisent. Ouais, elle est référencée, je dis Substack, c'est référencé sur Google, tu peux retomber dessus, mais c'est pas forcément le truc qui va tu vois, que tu vas ressortir dans 2 3 ans. Le post LinkedIn, au bout d'une semaine, il est mort, plus personne ne le reverra. Le documentaire, ce que je trouve cool, c'est que tu as le temps long et du coup, tu as le temps vraiment de te dire: «Bah, je le sors quand il sera prêt». Je le sors pas quand j'ai une deadline. Je te dis le 2 avril d'ailleurs, ça sera certainement le 2 avril. Mais déjà, ça prendra 1 an et en plus, c'est pas c'est enfin, si on n'est pas satisfait, ce sera pas le 2 avril, ça sera peut-être le 30 avril, tu vois? J'en sais rien. C'est un peu quand on a envie et je trouve que ça a beaucoup de valeur dans un monde où on fait des contenus qui vont super, super vite, de prendre le temps sur des contenus un peu plus longs. Hem
Parce que ça te laisse la possibilité de partager vraiment une vision qui te ressemble, une vision qui est juste et tu peux pas te cacher derrière «Non, mais en fait, j'avais la pression de sortir le truc, ça allait trop vite et c'est pas vraiment ce que je pense, ma pensée elle est pas vraiment exactement là». Non, en fait, les documentaires, ils reflètent réellement ce que je pense à un instant T, au moment où ils sortent parce que, bah, c'est la version la plus aboutie de ce que j'avais envie de faire, quoi. Mmh. Ouais, ouais, c'est vraiment, tu peux mettre vraiment toute ton attention et ton intention dedans, comme tu Exactement. comme tu le veux, ouais, pour qu'il sorte. OK et du coup, ouais, tu dis, vous travaillez pas à temps plein, dessus, puisque bon, tu as aussi les autres contenus à faire. C'est quoi un peu qui compose du coup, toi, ton quotidien? Il est chaotique mon quotidien malheureusement. J'arrive toujours pas à trouver une formule pour arriver, mais j'aime bien en même temps ça. Mais, je suis très organisé et très désorganisé à la fois. C'est-à-dire que je gère plusieurs projets. Ce qui m'occupe le plus quand même, c'est le documentaire. Mais il y a beaucoup de projections, j'en fais une trentaine par an à peu près, parfois plus et donc c'est beaucoup de déplacements. C'est majoritairement en France, mais ça peut aller un peu plus en Europe. Tu vois? La semaine prochaine, je serai, en Belgique, et donc il y a beaucoup de déplacements quand même, pour des projections, mais sinon c'est de l'écriture, c'est alors écriture sur du LinkedIn, sur la newsletter, j'ai des podcasts aussi, pas mal de choses comme ça et puis après je monte d'autres projets, c'est-à-dire que j'ai la bande dessinée sur laquelle, bah, à un moment donné, je vais l'écrire. Là, elle sort dans 2 semaines, donc c'est beaucoup de préparation, de la sortie presse, de la sortie des petites soirées de lancement qu'on va faire, tu vois? Il y aura des médias, il y aura des trucs comme ça et puis je prépare une expo photo pour janvier. Donc là pareil, ça va être un autre projet et j'avais fait l'année dernière la WIP Expedition Night au Grand Rex, grande soirée, grande kermesse du futur du travail, et là on reprépare une deuxième édition, donc pas mal d'organisation. En fait, il y a toute une partie de mon temps où je suis un peu sur, le déplacement, sur scène, dans la lumière et ça c'est quand même, je sais pas, genre peut-être 10 de mon temps, mais 90 de mon temps, c'est d'être derrière mon ordinateur à écrire ou à préparer, à faire en sorte que ça s'organise bien et que les prochains jours, roulent, quoi. OK, OK et du coup, tu travailles avec une équipe à part entière ou avec plutôt des prestataires de services qui te rejoignent, pour certaines missions? Ouais, c'est ça. En fait, je suis indépendant et je bosse avec, je pense, sur l'année, une dizaine de freelance, 4-5, en particulier, quasiment au quotidien, mais une bonne dizaine de freelance que je sollicite en fonction des projets et j'aime beaucoup pour le coup, tu vois, j'essaie de bosser un petit peu comme ce que je raconte dans les documentaires, vraiment au futur du travail, quoi. OK, OK. Ouais, donc à distance, un peu chacun fait ses horaires et Ah, l'important clairement. de l'objectif accompli, quoi, plus qu'autre chose. Exactement, c'est exactement ça. Pour le coup, et c'est des débats que j'ai parfois avec des personnes qui ont du mal à saisir un peu le truc, mais oui, les gens avec lesquels je bosse, je n'ai aucune idée de où ils sont et de à quelle heure ils bossent. C'est pas un sujet pour moi, et en fait, heureusement, parce qu'ils sont freelance déjà, mais même s'ils étaient salariés, ça serait à peu près la même chose. Mmh, OK et c'est quoi un peu toi ta vision du futur de ton propre travail, on va dire, de tes propres productions et de comment tu mènes, bah, ton entreprise du coup? Je ne sais pas vraiment. En fait, j'aime pas trop avoir de visibilité, j'aime pas trop avoir un truc très tracé. J'aime bien, l'idée de me dire que, bah, je forcément, je me projette sur un an parce que le documentaire, c'est une projection à un an et j'ai des projections dans l'agenda, tu vois? Et c'est d'ailleurs, j'aime pas trop, tu vois, me dire que mon agenda, il est rempli. Là, j'ai des trucs dans l'agenda jusqu'en juillet 2024. On est, et je me dis: «Mais ouais, on est où là?» Enfin, tu vois, j'ai aucune idée de où je serai en 2024, en juillet et j'aime pas trop ça et donc c'est pour ça que je cherche pas trop. Je me dis que je pense que je serai encore dans le futur du travail pendant un petit moment, mais j'ai plein d'autres projets que j'ai envie de mener sur des choses qui ont rien à voir. Alors sur l'artisanat, forcément, j'en parle beaucoup dans les documentaires, mais j'aimerais beaucoup, lancer une activité d'artisan à un moment donné, et j'espère que ça fera partie de ma vie, mais je vois plutôt la vie comme une succession de projets, qui sont pas forcément liés les uns aux autres. Ou alors on arrive peut-être à relier les points que, en fin de vie, quand on regarde derrière. Mais en tout cas, là, à l'heure actuelle, je peux pas te dire, «Je vais aller faire ça, puis ensuite ça, puis ensuite ça». Je me laisse porter. Franchement, je vis plutôt, c'est pas vraiment au jour le jour, tu vois? Mais plutôt projet par projet. Et comme je te disais, quand je fais un documentaire, je sais pas s'il y en aura un suivant. Là, ce documentaire-là qui est sur l'impact de l'IA sur les compétences, il sort en avril. Je n'ai aucune idée de ce qui va se passer après avril. Je sais qu'il y aura des projections entre avril et septembre, octobre, c'est sûr, tu vois? J'en ai déjà dans l'agenda et je sais qu'il y en aura d'autres qui vont arriver, je suis pas inquiet là-dessus. Mais je sais pas quels seront les gros projets qui auront lieu après, tu vois? J'en ai aucune idée et j'ai pas forcément envie de le savoir. OK, ouais, ouais, c'est ça. Tu as pas forcément envie de le savoir, tu le vis bien de dire, une chose à la fois, quoi. Ouais, moi ça me va vraiment bien comme ça. Ouais, ouais. Ouais, c'est intéressant parce que, bon, c'est aussi, je pense, avec ma vision, tu vois, genre qui voulait aussi lancer mes documentaires et cetera, où je me dis: «Bah, du coup, je dois penser à tout, tout de suite», alors qu'en fait, pas du tout et j'aime bien cette vision, comme tu dis,
de voir un projet à la fois, au moins, je pense que ça te permet aussi de rester concentré dans ce que tu fais vraiment et pas avoir trop les pensées déjà ailleurs, quoi. Ah, c'est exactement ça et je pense que même, tu vois, si on prend juste un grand projet, genre, tu vois, si on prend le documentaire. Documentaire, ça dure 1 an. Au moment où tu te dis: «Je vais faire un documentaire», bon, bah, au début, il va falloir commencer par l'écrire, après il va falloir trouver les speakers, après il va falloir organiser la logistique, aller sur place, préparer les questions pour les interviews. Ensuite, il va falloir faire le montage, il va falloir préparer la projection, les salles, nin nin. En fait, il y a tellement de trucs, tu peux pas, au moment où tu te décides, te dire: «OK, je vais tout faire ça dans une semaine», c'est pas possible. Donc il faut très bien te dire: «Bah, là, en fait, cette semaine, ça va être focus là-dessus» et puis je sais très bien que dans 4 mois, il faudra que je me mette à faire tel truc. Mais tu l'as dans un coin de la tête, mais tu sais pour plus tard, tu vois? C'est pas un sujet de maintenant et j'aime bien le fait de se dire que tout est pas planifié, que tu laisses de la place à l'imprévu et je déplore le fait d'en avoir de moins en moins dans mon quotidien parce que le fait qu'il y ait des projections, un peu plus de plus en plus tout le temps, des tournages, des trucs comme ça, fait que l'agenda se remplit hyper en avance et là franchement, ouais, tu vois, jusqu'à fin janvier, c'est chaud de prévoir quoi que ce soit de nouveau. Il y a pas tu vois, tu me proposes un nouveau truc, je peux pas forcément te dire oui avant janvier et c'est ça qui me frustre un peu. J'aimerais retrouver, tu vois, dans mon rapport au temps de travail, j'aimerais retrouver quelque chose de plus flexible dans la gestion du quotidien. Mais en même temps, je sais que les projets que j'ai envie de mener et ce pourquoi je me bats quand même au quotidien, bah, sont pas forcément compatibles avec le fait d'être, vraiment trop à l'arrache, quoi. Ouais, ouais. Ouais, du coup, c'est ça, c'est un équilibre à trouver entre les deux ou C'est bien ça. si tu te dis non, ce sera pour plus tard. Comment tu vois les C'est ouais, je le vois genre je me dis un peu ça parfois, mais je me dis surtout, en fait, que je garde de la flexibilité dans le quotidien. C'est-à-dire que j'ai des grandes échéances de prévues et par contre, dans le quotidien, tu me proposes un truc en last minute, mais un truc de 2 heures, tu vois? Pas un truc de 3 jours, oui, je peux carrément le faire ou tu vois? Il y a quand même toujours un peu de place et puis je me dis que on a toujours le temps de rajouter des trucs, et je sais pas, je crois qu'il y a une étude, une loi, un terme qui décrit ça, je me rappelle plus du nom, mais qui t'explique qu'en gros, tu peux faire en 4 heures ce que tu fais en 8 heures, qu'une tâche prendra le temps que tu lui donnes et je me rends compte, tu vois, moi, bah, quand l'hiver arrive et qu'il tombe de la bonne neige dans les Alpes, moi j'habite à Lyon, je suis pas très loin, ça m'arrive régulièrement de me dire: «OK, bah, en fait, j'avais une grosse journée, genre, tant pis, tu vois, je la fais pas la grosse journée, je vais au ski et juste, 2 heures le matin et 3 heures le soir, je vais kicker ce que j'aurais fait peut-être en 8 ou 9 heures, quoi et ça suffit, quoi et ça marche bien et c'est juste qu'à la fin, tu es un peu fatigué, tu as les petits yeux mais c'est pas grave, tu vois? Tu as passé une journée de ouf et c'est comme ça que ça marche, quoi. Ouais, ouais. Ouais, et puis c'est vrai que c'est aussi une chance de pouvoir du coup mener ton quotidien de cette manière, quoi. C'est Ouais, bah, aussi quand je ce te que tu parle crées, donc c'est normal qu'il y ait aussi un peu des inconvénients parfois. exactement. Ok, ok. Et est-ce qu'il y a une croyance que toi tu avais ou un blocage que tu as dépassé depuis 2021, on va dire, depuis ton premier documentaire? Hem je saurais pas te dire, certainement qu'il y en a eu plein, c'est clair. Enfin, je me suis ouvert plein de portes, je me suis prouvé à moi-même plein de choses certainement, mais j'ai pas forcément, conscientisé tout ça. Bah, a priori, peut-être le plus gros truc, c'est de se dire qu'en fait, tu peux faire des documentaires sans avoir fait de l'audiovisuel, tu vois? Sans rien y connaître au sujet, enfin au sujet si, mais sans rien connaître au métier, de l'audiovisuel. Le sujet, je le connais quand même bien, mais le métier audiovisuel, tu vois, tu peux en faire sans. Ouais et puis je pense que non, il y a pas forcément de croyances que j'ai dépassées. J'ai toujours été un peu, curieux de me dire: Enfin, tout est possible». Je me suis jamais tu vois, on parle beaucoup du syndrome de l'imposteur. Je l'ai jamais vraiment ressenti, le syndrome de l'imposteur. Je me suis toujours, dit que tout était possible, et juste fallait aller là où tu avais envie d'aller, quoi et parfois alors tout est possible à force de travail, à force de persévérance, évidemment, tu vois? C'est pas tombé tout cuit, il y a rien qui est tombé tout cuit à aucun moment. Mais je me suis toujours dit qu'en fait, tu peux tout obtenir de n'importe qui à juste si tu mets les efforts, tu mets les formes, tu trouves un petit peu les clés mais en fait, on a tous la clé de tout, quoi et on peut à peu près tout faire, tout le monde. Et l'école de commerce, pour le coup, c'est vraiment un truc qui est déjà assez large comme formation, donc c'était un truc qui m'a pas fermé de porte, mais autour de moi, j'ai des gens qui ont fait des études qui ont rien à voir avec ce qu'ils font dans le quotidien et ça, je trouve que c'est un beau message aussi de se dire c'est pas un choix, si crucial en fait que tu fais quand tu lances tes études à 18 ans, quoi. Tu vas pouvoir faire un milliard de choses dans ta vie, peu importe ce que tu vas faire. C'est pas très grave, quoi. Ouais, merci pour ce partage, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui nous écoutent, qui sont en train de se tracasser sur justement le grand choix de qu'est-ce que je vais faire de ma vie. C'est comme ça d'ailleurs que tu commences aussi le premier documentaire. D'ailleurs, je me demandais par rapport à ce premier documentaire-là, qui a été construit un peu différemment que
que les autres, j'ai l'impression? Ou c'est vraiment est-ce que c'est une volonté de ta part d'avoir voulu un peu dérouler le film à la première personne, en mode, voilà, c'est Samuel qui se questionne? Ou est-ce que ça a aussi un intérêt, plus, cinématographique, de capter l'attention ou quoi que ce soit? Eh ben, écoute, très juste, très bonne question, c'est les 2 pour le coup. Ce documentaire, donc le premier Work in Progress, à l'époque où je l'écris, j'étais encore étudiant en dernière année d'école de commerce et au moment où le film, bah, ça commence d'ailleurs à la toute fin de l'année et ça s'étale sur les mois suivants et donc en fait, le personnage que je joue dans le documentaire, c'était vraiment moi, tu vois? Le jeune diplômé qui se questionne sur le sens de son travail, qui se pose ces questions-là, c'était vraiment qui j'étais. Donc forcément, j'ai incarné cette réflexion-là. Alors, je pense quand même avec un point de vue un peu plus naïf dans le documentaire que dans la vraie vie parce qu'entre t le moment où on filme et le moment où je prépare le truc, bah, j'ai carrément cogité et avancé sur pas mal de réflexions. Mais c'est clair que le fait de l'incarner à la première personne, c'était moi à l'époque. Et puis, c'est aussi un procédé cinématographique qui est facile pour créer du lien entre chaque réflexion, pour faire un fil rouge. Le fait d'avoir quelqu'un qui mène une quête initiatique que tu peux suivre dans différentes aventures, c'était un peu la facilité aussi d'un point de vue cinématographique pour notre premier documentaire parce que c'était aussi à ce moment-là le premier documentaire de Flo et Guy, les 2 réals, donc ça nous allait bien et effectivement, si tu regardes les 2 documentaires après, je prends toujours la parole, à travers la voix off, mais je m'efface un peu plus dans chaque documentaire. C'est moins moi qu'on voit, même si je partage quand même ma vision du travail, c'est moins moi qui l'incarne et puis et ça, les gens le découvriront dans quelques mois avec la prochaine docu-série. C'est pas un documentaire, docu-série. J'apparais pas dans le documentaire, et je prends pas la parole en voix off non plus et c'est aussi un parti pris de se dire, bah, du coup, on réinvente un peu ce qu'on a fait, on se challenge, on apprend différemment. C'est vraiment un challenge cinématographique et aussi parce que la position dans laquelle j'étais dans le premier documentaire qui est de dire: «Je suis un jeune étudiant, enfin qui c'est un jeune diplômé qui est sur cette quête de sens», c'est plus tout le cas, tu vois? Maintenant, du coup, j'ai un peu trouvé, ce que j'aime faire, je m'éclate dans ce que je fais, et ça serait mentir que d'incarner quelqu'un d'un peu naïf qui cherche encore du sens dans son job, c'est plus la réalité, quoi. Mmh. OK, OK. Et qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil justement à travers, ce que toi tu as pu vivre et tous les documentaires, les échanges aussi que tu as pu avoir? Le conseil que tu donnerais justement à quelqu'un voilà, qui a fini son bac, qui doit se lancer dans des études potentiellement supérieures ou faire autre chose, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire toi? De tester, de se lancer tout de suite en fait, de démarrer maintenant, de pas attendre, de se dire: «Il faut que je fasse des études, pour arriver à commencer à bosser» en fait. De commencer à bosser dès maintenant en tant qu'indépendant, en tant que bénévole, au sein d'une petite boîte, peu importe, mais en fait de se dire: «Faut tester, il faut bosser», c'est comme ça qu'on apprend. Les études, c'est bien, ça va un temps, il y a et notamment il y a des métiers, ça dépend quel métier, mais tu vois, tu as des métiers vraiment techniques sur lesquels, je sais pas, tu peux pas être architecte ou médecin sans une certaine formation, tu vois? Tu as des métiers notamment qui sont protégés par des ordres, donc c'est normal. Il y a des réglementations, mais au-delà de ça, tu vois, il y a beaucoup de métiers sur lesquels tu peux tester. Et typiquement, tu veux faire un documentaire, mais commence par faire des vidéos YouTube, commence par aller filmer avec, ton tel, deux trois trucs, des petits formats, des trucs. C'est comme ça que tu vas apprendre et que tu vas te lancer, et de pas se dire que c'est un choix d'une vie aussi, que tu pourras faire un meilleur truc. De toute façon, dans tous les cas, tu vas pouvoir rebondir, le monde dans lequel tu vas évoluer va changer. Il y a de bonnes chances que tes études ne soient pas adaptées au monde dans lequel tu vas être, parce que malheureusement, l'école et les établissements supérieurs ne préparent pas au monde du travail de la bonne façon. Ça pourrait être l'objet de plein de documentaires aussi. Et pour le coup, la vraie vie, en fait, ce qui va se passer, c'est juste de tester, quoi. De tester, pour apprendre, mais de tester pour se rendre compte de ce qui nous plaît aussi. En fait, tu peux pas vraiment savoir. Tu vois, je sais pas, les médecins qui font, 10 ans d'études, comment tu peux savoir si tu vas vraiment aimer la médecine et aimer faire ça pendant 40 ans de ta vie, tant que tu l'as pas fait réellement, tu vois? Et c'est pas tes études qui vont enfin, tu vas l'expérimenter, mais tu vas expérimenter un peu tard malheureusement, la médecine. Tu vois, moi, j'ai ma meilleure amie qui est architecte, de formation. Je crois que c'est une des rares de sa promo sur une classe de 30, à être architecte. Je crois que les 29 autres sont partis faire autre chose, tu vois? Ils s'éclatent tous dans ce qu'ils font de façon très différente, et c'est pas forcément, tu vois, un problème, c'est pas forcément un poids, tu vas faire autre chose dans ta vie et aussi, je pense qu'il y a un message à garder en tête, c'est de se dire que tes études, globalement, que tu sois indépendant ou que tu sois salarié d'ailleurs, hein, on va t'en parler pendant les 3 premières années, les 5 premières années après tes études. Ça va t'aider peut-être à avoir ton premier job, tes 2 premiers jobs. Mais après, en fait, on s'en fout, on va te dire: «OK, mais Valentine, genre, tu fait quoi l'année dernière? T'as fait quoi il y a 2 ans? C'est quoi les projets sur lesquels t'as bossé? Tu qui? C'est quoi tes valeurs? C'est quoi ton qu'est-ce qui t'anime?» Tu vois? Qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce qui t'a occupé? Et on va pas te parler de l'école que tu as faite, des années auparavant en te disant: «En fait, oui, on s'en fout». Moi, typiquement, l'école de commerce, ça tient à quoi? Ça tient au fait que j'ai été bon en économie ou j'ai été bon en maths quand j'avais 20 ans, du coup, sur un concours après une prépa.
qu'est-ce que ça dit de mes capacités à faire un job, j'ai 10 ans, mais même 3 ans après, en fait, tu vois? J'ai plus le même niveau du tout en maths, en économie ou en philo. Par contre, j'ai appris plein de trucs sur plein de sujets qui m'éclatent au quotidien et voilà. Donc je crois que faut un peu dédramatiser tout ça et se dire que le meilleur conseil, c'est juste de tester, de mettre les mains dans le cambouis, en fait, de se dire: «Comment je pourrais, à petite échelle, aller tester, ce que j'ai envie de faire?» et de se dire que, voilà, on va se tromper, on va se planter, on va pivoter, mais c'est normal, c'est la vie, en fait, c'est ça, hein. Trop bien. Merci beaucoup. Ça me parle beaucoup et je trouve qu'on ressent à travers, toute l'interview et même, tout ce que tu as pu partager ce sens aussi juste de la découverte et de la vie de l'instant présent quoi, finalement. Pas Bah, se ouais, prendre la tête avec, ce qui va se passer demain, juste déjà vivre aujourd'hui et puis après on verra quoi. c'est exactement ça. C'est un peu ça le message. C'est, éclatons-nous au quotidien. Il y a pas de raison de se faire chier dans un job dans lequel on n'est pas heureux, de se faire chier avec des gens avec lesquels on n'est pas heureux, des projets qu'on n'a pas envie de faire. On a tous droit à avoir du sens dans ce qu'on fait, peu importe la formation, peu importe d'où on vient, peu importe ce qu'on fait et aussi on peut s'éclater de plein de façons. Il y a des métiers qui sont dévalués, qui ont une mauvaise image, qui sont pas, tu vois, qui sont pas, vus comme étant les métiers, géniaux, les métiers dans lesquels tu t'éclates. Mais en fait, on peut tous trouver du plaisir dans plein de jobs différents. Tu vois? De dans et on n'est pas tous calibrés de la même façon, donc on va pas tous valoriser la même chose et je crois que dans n'importe quel job, même ceux qui sont dévalués, on peut carrément s'éclater. Ouais. Ouais, ouais, c'est sûr, trop bien. Et ouais, comme tu dis, c'est vrai qu'on n'est pas, enfin, on est tous différents au final, donc il y a aussi l'importance de la connaissance de soi derrière ça. Et pour en revenir un peu à ce qu'on disait en off, c'est aussi le challenge entre le monde du travail et la manière dont on est formé avant, un peu comment sont mis nos propres mécanismes internes qui vont nous permettre après d'exécuter des tâches, mais aussi simplement de vivre notre vie, puisque tout le temps, la majeure partie en tout cas actuellement du temps que les humains, de manière générale, passent, on va dire, se fait à l'école ou au travail. Donc c'est aussi l'importance de voir, et du coup, à questionner aussi comment est-ce que l'école peut nous amener à adopter après un travail qui nous correspond mieux, quoi, finalement. C'est exactement ça et d'où l'importance de se poser les bonnes questions, dès le plus jeune âge, le plus tôt possible et je milite pour que les documentaires soient diffusés, dans les écoles, en fait, dès le lycée idéalement, établissement supérieur aussi. Ils sont diffusés pour le coup, c'est déjà le cas pour, une partie d'entre elles, mais pas toutes, en fait et j'aimerais que ce soit encore plus largement diffusé mais comme j'ai beaucoup d'autres choses à faire, je ne passe pas le temps nécessaire pour le faire mais j'aimerais bien, m'activer un peu là-dessus. Trop bien, une belle autre mission aussi C'est supplémentaire. ça. Ouais. Ok, ok. On arrive tout doucement à la fin de l'interview. J'ai une dernière question un peu backstage avant de passer à mes trois petites dernières questions de conclusion. Tu parlais justement aussi dans le message un peu que tu donnais de pouvoir rebondir, d'avancer malgré ce qui se passe et de pouvoir pivoter. Est-ce que toi, il y a un moment ou une anecdote que tu aurais à partager dans tout ce processus maintenant depuis 4 ans, parmi les documentaires, quelque chose peut-être qui s'est pas passé comme prévu ou que tu as pu percevoir au moment T comme un échec, mais dont tu en as tiré une leçon après? Ouais, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont pas passées comme prévu, hein. Heu, mmh, il y a plein de trucs, on a eu des galères techniques, on a eu des galères logistiques, tu vois? Mais je pense que il y a pas forcément un grand échec, tu vois? Il y a jamais d'échec d'ailleurs, c'est enfin, tu toujours, c'est bateau, mais c'est toujours des leçons. Mais c'est vrai, mais c'est en fait, c'est pas forcément un échec dans le sens où il y a toujours quelque chose, à en tirer. Dans les documentaires, numéro 3, tu vois, dans Time to Work, typiquement, on a fait l'interview avec, James Sussman, qui est l'anthropologue qu'on voit à la fin du documentaire, qui était certainement l'interview que j'attendais le plus de ce documentaire, et à juste titre parce qu'elle était fascinante et on filme 45 minutes avec lui et à la fin de l'interview, on se rend compte que le son n'a pas fonctionné. On a tout perdu, genre tout le son et tu vois, là, on se dit tout de suite: «Bon, bah, ouais, on était un peu penaud, quoi». Ça fout mal de lui dire: «Est-ce qu'on peut recommencer l'interview alors que tu viens de faire 45 minutes exceptionnelles?» tu vois? Moi, je jubilais et puis là, on lui explique la situation, puis en fait, il dit: «Bah, c'est la vie, quoi, ça arrive, c'est pas grave» et il a dit: «Bon, on prend 15 minutes de pause, on va boire un petit verre» et puis c'est reparti. Ensuite, il s'est remis et c'était relancé, quoi et je pense que, tu vois, ça aurait pas été forcément, la réaction que tout le monde aurait eue, mais lui, son petit, «C'est la vie», bah et ça nous a c'est vraiment c'était notre état d'esprit dans lequel on était nous, quoi et il a grave matché avec ça et je pense que le plus et je pense que l'état d'esprit dans lequel tu es, en fait, finit aussi, par
marquer son empreinte sur les autres, tu vois? Si tu arrives en étant plein d'énergie, hyper good vibes, même quelqu'un qui va être un petit peu triste ce jour-là, va aussi capter cette énergie-là, tu vois? Et il y a beaucoup, beaucoup d'autres exemples dans les tournages documentaires sur lesquels notre énergie hyper enthousiaste, on était hyper content de les rencontrer, les speakers, a un peu déteint sur eux et ils se sont mis dans une vibe très cool, s'ils l'avaient pas naturellement au départ, quoi. Et je pense que c'est ce qui fait que ça fonctionne bien aussi sur les documentaires, c'est que les gens se sentent à l'aise. Du coup, ils partagent des anecdotes qui marchent bien et c'est cool. Donc, pas de gros échecs, en fait, je saurais pas t'en partager, mais je pense que ça, c'était une sacrée leçon quand même, de se dire on peut demander à quelqu'un d'hyper important, d'hyper occupé, avec qui, on est hyper impressionné, de refaire l'interview quand même et il va quand même le refaire avec le sourire. Trop bien. Ouais, on en revient un peu à tout ce qu'on disait, le pouvoir de l'intention et puis de oser aussi, tout simplement, quoi. Ouais, c'est ça. Trop bien. Merci beaucoup, Samuel, pour cet échange. J'ai du coup 3 petites questions, pour conclure. Ce serait quoi pour toi la clé de l'épanouissement? Pour moi personnellement, c'est ce que tu disais, c'est l'apprentissage et la flexibilité de l'environnement de travail. Mais de façon plus générale, je pense que la clé de l'épanouissement, c'est d'arriver à se poser les bonnes questions. Et en fait, on se pose souvent pas les bonnes questions. C'est ce qui fait qu'on n'est pas épanoui parce que du coup, on n'identifie pas les problèmes. Mais on ne nous apprend pas à se poser les bonnes questions et je crois que la clé, du coup, c'est vraiment d'arriver à se poser les bonnes questions. Et en matière de travail, si je donne juste un exemple, se poser les bonnes questions, c'est pas juste de se dire quelles sont les boîtes qui peuvent me payer et qui sont dans le coin, pas trop loin, avec un truc que je sais faire à peu près. Les bonnes questions, c'est de se dire avec qui est-ce que j'ai envie d'être? Est-ce que j'ai envie d'être en interaction? Est-ce que j'ai envie d'être plutôt tout seul? Est-ce que j'ai envie d'apprendre? Est-ce que en fait j'ai juste envie de contribuer à une mission? Est-ce que j'ai envie d'être mis en avant, d'être sur le devant de la scène, ou plutôt dans les backstage? Est-ce que j'ai envie de beaucoup voyager? Est-ce que j'ai envie de rester sur place? Il y a beaucoup de questions à se poser et qu'on se pose pas en fait quand on cherche un job. Ouais, trop bien, merci beaucoup. Et ouais, je pense que c'est beaucoup de questions, en fait, on en revient à ça aussi, à se dire, bah, des trucs qu'on va vivre vraiment dans le quotidien, au-delà Ouais, de qu'on va pouvoir accomplir, dans quelques années ou dans quelques mois. exactement. Trop bien. Qui est-ce que tu aimerais me recommander d'inviter sur ce podcast? Waouh, il y a beaucoup, beaucoup de monde, il y a beaucoup, beaucoup de monde. De quoi tu as envie de parler? Bah, moi, écoute, j'ai de plus en plus envie de parler de ça, d'éducation aussi, d'épanouissement et puis de pouvoir porter un regard différent sur, la manière dont on mène notre vie, quoi. Alors, il faut que tu invites Giulia Cantaraggio. Est-ce que tu la connais? Non, pas du tout. Giulia, est une fille qui a travaillé avec moi sur Work in Progress l'année dernière et qui a aussi son podcast et qui surtout, en fait, maintenant, prend la parole avec des conférences, sur le thème d'oser, sur le thème d'oser, en fait, d'oser prendre la parole sur le fait de prendre confiance en soi aussi, sur plein de choses. Elle est fascinante, c'est une boule d'énergie et elle est géniale. Je suis sûr que vous aurez des conversations hyper intéressantes et elle a un focus particulier sur les jeunes, sur l'éducation. En fait, elle relie un peu le travail à l'éducation et sur le fait d'oser prendre la parole, d'oser se lancer et donc je te recommande, Julia à fond. Trop bien. Bah, merci beaucoup. J'irai la contacter comme ça. J'utiliserai la technique directement pour le mail. Tu lui fais un beau mail, tu peux carrément lui dire que tu viens de ma part et je suis sûr que vous aurez une discussion passionnante. Trop bien. Merci beaucoup. Et du coup, simplement pour conclure, ben, où est-ce qu'on peut te retrouver, suivre ton travail? Je mettrai tous les liens que tu nous diras dans la description du podcast. Bah, alors il y a 2 choses, je pense. Il y a le site, whipdocumentary.com, qui rassemble tout ce que je fais et notamment les documentaires. C'est là où on peut retrouver les liens si on veut regarder le documentaire. Et puis sinon, la meilleure façon de me lire, c'est sur la newsletter. Toutes les 2 semaines, j'écris. Ça s'appelle Le Billet du futur sur Substack. Vous tapez Billet du futur, vous tombez dessus normalement. Et puis après pour m'écrire, le canal principal, je pense que c'est LinkedIn. Trop bien. Merci beaucoup. J'écrirai tout ça du coup pour celles et ceux qui sont intéressés, qui veulent aller plus loin, découvrir aussi les documentaires. Encore un tout grand merci à toi pour ton temps et ton passage sur le podcast. C'était très porteur. Bah, merci beaucoup Valentine pour l'invitation, c'était très sympa. J'ai passé un super bon moment. J'espère que cet épisode aura éclairé ton chemin. Je serai heureuse d'en lire ton retour sur Insta, en commentaire sur YouTube ou Apple Podcast. Si le podcast te plaît, je t'invite à le noter sur 5 étoiles. Ça lui donnera davantage de visibilité et donc plus de monde pourra en profiter. Faisons rayonner le monde. Et surtout, retiens que la force est en toi.